vous m'entendez? Oui, professeur. D'accord. Donc, on va continuer le cours. Comme annoncé ce matin, on va voir la physiologie de l'émission dans un premier temps et dans un second temps, la physiologie de la vision. Alors, donnez-moi un moment, je vais essayer de partager mon écran. Monsieur, Oui. il y a quelqu'un qui a mis en évidence de... Ah, ok. Comment? On ne voit pas la diapositive. Ah, je n'ai pas encore partagé. J'ai partagé. C'est parce que j'ai vu quelqu'un mettre en évidence Océane, c'est pas. Ça, c'est pas moi. Hein. Je vais partager mon écran. C'est bon, vous voyez mon écran? Oui, voilà. Donc, s'il vous plaît, essayez de fermer le micro. Essayez de fermer vos micros, s'il vous plaît. Voilà. Donc, on va voir la physiologie de l'audition. Bon, ce cours aussi, vous l'aurez en support PowerPoint seulement. Donc, je n'ai pas de version Word pour ce cours-là. Mais vous aurez le PowerPoint. Donc, vous pouvez écouter et puis prendre note s'il y a des choses qui vous intéressent. Je vous donnerai le support PowerPoint après. Il n'y a pas de document Word. Voici le plan que nous allons faire. Donc, nous parlons de l'anatomie fonctionnelle de l'oreille, les différents rôles des différentes parties de l'oreille, l'oreille externe, l'oreille moyenne, l'oreille interne. On parlera des récepteurs auditifs, les cellules ciliées, donc internes et externes. Ensuite, les voies auditives. Et nous terminerons par quelques applications cliniques avant la conclusion. On n'aura pas véritablement du traitement de l'information. Alors, l'audition, c'est quoi? C'est un système de détection des sons. Tout simplement, c'est ça la définition. Donc, c'est cette fonction qui vous permet d'écouter. Si je suis là en train de faire cours, je parle et vous écoutez. Donc, vous êtes en train d'utiliser cette fonction qui est l'audition. Alors, l'audition est une composante d'un système plus global d'émission et de réception des sons. L'émission des sons, c'est le langage. Donc, moi, je suis en train de parler et vous, actuellement, vous ne parlez pas, vous écoutez. Donc, ce sont les deux composantes véritablement du système émission-réception. L'émission du langage et la réception des sons qui est l'audition. Alors, c'est une fonction qui joue un rôle clé dans la communication interindividuelle, comme vous faites là, comme on fait là entre vous et moi. Encore une fois, je parle, vous écoutez, parfois vous pouvez m'interrompre pour dire quelque chose. Au moment où vous parlez, je vous écoute. Donc, c'est fondamental dans la communication interindividuelle. Ça permet d'identifier la source et la direction d'un son, par exemple. Et cela peut être très important, notamment pour les animaux. Si vous allez dans la jungle, la gazelle qui entend le rugissement d'un lion, elle a intérêt à s'éloigner. Excusez-moi, fermez vos micros, s'il vous plaît. Vérifiez vos micros et assurez-vous que c'est fermé, parce que ce n'est pas agréable les parasites là. Donc, ça permet d'identifier la source et la direction d'un son. Ce qui permet pour une proie de s'éloigner, par exemple, du prédateur, et pour le prédateur d'essayer de se rapprocher de la proie. Donc, la gazelle a intérêt à s'éloigner du rugissement, du lieu où survient un rugissement de lion, mais le lion, quand il détecte par l'audition, par exemple, qu'une gazelle est proche,
il a intérêt à se rapprocher. Donc, dans les deux cas, ça aide à la survie des animaux. La gazelle doit s'éloigner du lion pour survivre. Le lion doit se rapprocher de la gazelle pour avoir quelque chose à manger. Donc, ça joue un rôle très important dans la communication interindividuelle, mais également dans la survie des animaux. Alors, la fonction auditive est tellement importante que certains ont même pensé que la surdité est un handicap qui est socialement plus gênant que la vision. C'est discutable, mais en tout cas, ça a été avancé par certains. Et l'audition joue un rôle très, très important sur le plan culturel, notamment dans le langage, mais également l'expression artistique comme la musique, mais également l'expression spirituelle comme les zikrs, etc. Donc, c'est une fonction qui est d'une très haute importance. Le zikr ou la parole ou tout ce que vous voulez. Alors, le stimulus efficace de l'audition, c'est le son. C'est le son qui stimule l'oreille, qui est dessus. Alors, SA, ça veut dire système auditif. Donc, le stimulus adéquat du système auditif, c'est le son. Et le son, ce n'est rien d'autre qu'une vibration du milieu qui va être transmise, qui va se propager dans le milieu à une certaine vitesse, autour de 344 mètres par seconde, c'est-à-dire 1238 km par heure. Alors, ce son est constitué d'ondes sonores, d'ondes alternatives, constituées de zones de pression élevée et de zones de pression faible. On verra tout à l'heure le schéma. Les zones de pression élevées correspondent à une zone de compression de l'air, alors que les zones de pression faible correspondent à une raréfaction de l'air. Alors, cela est parfaitement attesté, illustré. Fermez vos micros quand même. C'est pas trop vous demander. Il est attesté par l'exemple donc d'un haut-parleur, d'un cône de papier donc fixé à un aimant. Vous voyez cet exemple-là, vous voyez un haut-parleur, vous avez un aimant sur lequel est fixé un cône de papier. En fonction des sons, le cône de papier va faire des va-et-vient, va vibrer en fonction du son. Donc, quand le cône de papier va vers l'avant, il y a une compression des molécules d'air. Et quand le cône de papier se retire, il y a une raréfaction des compressions d'air. Donc, il y a des phases alternatives de compression et de raréfaction des molécules d'air. Et ce sont ces ondes alternatives qui vont véritablement représenter l'onde sonore, avec des zones, des phases de pression élevée et des phases de pression basse. Le cycle du son est représenté par la distance entre deux phases de même nom. Par exemple, entre deux phases de compression, vous avez un cycle. Ou bien entre deux phases de décompression, vous avez un cycle. Donc, retenez que le son est une perturbation du milieu caractérisée par une alternance de zones de pression élevée et de zones de pression faible. Et on parle d'onde sonore, une onde sinusoïdale. Alors, pour qu'il y ait le son, il est en fait détectable par l'oreille. Il y a toute une gamme de fréquences entre 20 et 20 000 Hz qui est perceptible par l'oreille humaine. C'est ce qu'on appelle le spectre audible du langage parlé. Alors, donc, ça va de 20 Hz à 20 000 Hz. Mais les sons les mieux perçus
Mais de grâce, fermez vos micros quand même. Il y a des étudiants qui ont leur micro ouvert. Hein. Fermez vos micros. Alors, donc, je disais que les sons les mieux perçus se situent autour de 250 à 4000 Hz avec une intensité, une amplitude d'environ 40 à 60 décibels. Ce sont les sons habituels dans le cadre d'une conversation courante. Comme je suis en train de parler là, hein, de poser, de discuter avec vous, ce sont les sons les mieux perçus. Mais le spectre audible, il est beaucoup plus large que ça. Il va de 20 Hz à 20 000 Hz. Après ces quelques mots introductifs, donc on va passer à la deuxième partie, parlant de l'anatomie fonctionnelle de l'oreille. Alors, l'oreille est constituée de 3 parties. Vous avez l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Chaque partie a un rôle. L'oreille externe est constituée, composée, comme vous le voyez, du pavillon de l'oreille, de la conque et du conduit auditif externe qui se limite ici au niveau de la membrane tympanique. Donc, le rôle de l'oreille externe, c'est tout simplement de recueillir et de focaliser le son sur la membrane tympanique qui est ainsi mise en vibration. Donc, les ondes sonores vont arriver, vont percuter le tympan et ce qui entraîne une mise en vibration de la membrane tympanique. Alors, au niveau de l'oreille moyenne, vous avez principalement à ce niveau, on l'appelle la caisse du tympan. C'est une cavité qui est remplie d'air et à ce niveau, on trouve essentiellement la chaîne des osselets, c'est-à-dire les 3 osselets, le marteau, l'enclume et l'étrier. Donc, vous avez cette partie-là, ce rectangle-là, qui est agrandi ici. Donc, ici, vous avez la membrane tympanique qui est mise en vibration et cette vibration de la membrane tympanique est transmise à la chaîne des osselets. Cette chaîne des osselets est disposée en levier, ce qui permet d'augmenter l'efficacité du système avec un gain d'environ 20 décibels. C'est très important ce gain-là parce que ici, c'est un milieu liquidien, mais après, au niveau de l'oreille interne, on aura, ici c'est un milieu aérien, excusez-moi, au niveau de l'oreille moyenne, c'est un milieu aérien, une cavité remplie d'air. Mais au niveau de l'oreille interne, vous aurez un milieu liquidien où les résistances seront plus grandes. Donc, il est important qu'au niveau de l'oreille moyenne, on puisse avoir déjà un gain de l'ordre de 20 décibels dû à la disposition principalement des osselets en levier. Il s'y ajoute également que la membrane tympanique est à peu près 20 fois plus grande que la fenêtre ovale. Ce qui fait que l'énergie ici, qui est répartie sur une surface plus grande, va être concentrée ici sur une surface plus petite, ce qui va donner donc un surplus de puissance au niveau de la fenêtre ronde. Donc, ça c'est très important. Ça permet de préparer l'arrivée du son au milieu liquidien qui est l'oreille interne où les résistances seront plus grandes. Donc ça c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que pour des sons trop importants, trop violents, il y a un phénomène réflexe qu'on appelle le réflexe d'atténuation qui est dû à la contraction de 2 muscles, le muscle tenseur du tympan et le muscle stapedius, qui, en se contractant, vont limiter la mobilité des osselets, ce qui va donc diminuer l'intensité du son. Alors, on dit que ce réflexe d'atténuation
est fait en fait pour éviter les sons trop puissants qui risqueraient d'endommager l'oreille. C'est ce qu'on appelle donc le réflexe d'atténuation. Après l'oreille externe et l'oreille moyenne, vous avez l'oreille interne. L'oreille interne qui se trouve juste après la fenêtre ovale. Vous avez la fenêtre ovale ici, au point d'impact de l'étrier, et juste au-delà, vous avez l'oreille interne. Alors, dans l'oreille interne, vous allez retrouver la cochlée et le vestibule, comme je vous l'ai montré ce matin. Mais là, on s'intéresse à la cochlée seulement. Ce matin, on s'est intéressé au vestibule, avec le syndrome vestibulaire, l'équilibre. Mais ici, le vestibule ne nous intéresse pas. C'est la cochlée qui nous intéresse. Donc, vous avez la cochlée qui vient du latin, du mot grec cochlea, qui signifie limaçon ou escargot. Parce que vous voyez sa forme là, avec cet enroulement hélicoïdal de 2,5 tours qui donne l'aspect d'un escargot. Ça signifie cochlea. C'est de là que vient le nom cochlée. Alors, au sein de la cochlée, se trouvent les récepteurs de l'audition, les récepteurs auditifs dont je vous ai parlé ce matin, c'est-à-dire les cellules ciliées qui sont de deux types, les cellules ciliées internes et les cellules ciliées externes. Nous y reviendrons tout à l'heure. Donc là, vous voyez l'oreille interne. Si on s'amuse, vous voyez la cochlée. On s'amuse à essayer de dérouler la cochlée, de la rendre, si vous voulez, un peu plus droite. Et on se rend compte qu'au niveau de la cochlée, il y a 3 rampes ou canaux. 3 rampes ou canaux. Vous avez une rampe vestibulaire et une rampe tympanique. Monsieur, on ne voit pas votre dispositif. Ah bon? Je vais vous partager ça. Excusez-moi. Il y a une seule qui peut terminer notre. Je vais partager ça. Vous revoyez ça? C'est bon? Oui. Oui, monsieur. Voilà. Donc, au niveau de l'oreille interne, à l'intérieur de la cochlée se trouvent les récepteurs auditifs qui nous intéressent cet après-midi. Alors, si on s'amuse à dérouler la cochlée, on se rend compte que dans la cochlée, il y a 3 rampes ou canaux. Vous avez une rampe vestibulaire ici, vous avez une rampe tympanique ici, et en position centrale, vous avez le canal cochléaire. Les rampes vestibulaires et tympaniques contiennent du périnée riche en potassium. En position centrale du canal cochléaire, vous avez l'endolymphe qui est plutôt riche en potassium. Alors, donc, vous voyez ici l'oreille interne toujours avec les 2 parties, le vestibule, la cochlée. Donc, vous voyez cette partie-là, ce rectangle-là qui a été agrandi ici. Et ici, on s'est amusé, si vous voulez, à faire une section transversale de la cochlée qui nous permet de voir, et c'est cette partie-là, cette partie supérieure, ce petit rectangle qui a été agrandi à ce niveau. Donc, vous voyez les 3 rampes ou canaux dont je vous ai parlé tout à l'heure. La rampe vestibulaire que vous voyez ici, la rampe tympanique que vous voyez ici. Ces 2 rampes ou canaux sont remplis de périlymphe, alors qu'en position centrale, vous avez le canal cochléaire qui est rempli d'endolymphe, et l'endolymphe est riche en potassium. Entre le canal cochléaire que vous voyez ici et la rampe tympanique ici, vous avez la membrane basilaire. Membrane basilaire. Donc, vous voyez ce petit rectangle-là. C'est ça qui a été agrandi ici pour vous permettre de voir l'organisation ultrastructurale de l'organe de Corti. Donc, vous voyez ici la membrane basilaire, ici représentée en bleu. Et sur cette membrane basilaire reposent
les cellules ciliées, qui sont les récepteurs de l'audition. Je vous ai dit tout à l'heure que ces cellules ciliées sont de deux types. Vous avez les cellules ciliées internes, disposées en une seule rangée, et les cellules ciliées externes, disposées habituellement en 3 ou 4 rangées. Donc, les deux forment ce qu'on appelle les récepteurs auditifs. Et ici, c'est une microphotographie électronique donc, qui vous permet de voir véritablement la rangée des cellules ciliées internes et ici, les 3 rangées des cellules ciliées externes avec les stéréociles qui sont au niveau du pôle apical que vous voyez ici. Alors, donc, vous avez les cellules ciliées, les récepteurs de l'audition, les récepteurs auditifs qui reposent sur la membrane basilaire. Et à côté de ces cellules ciliées, vous avez des cellules de soutien que vous voyez ici. La membrane tectoriale est en position supérieure. Membrane tectoriale. Tectoriale, ça vient du latin tectum, qui signifie toit. Donc, membrane tectoriale, membrane qui est positionnée à la partie supérieure. Donc, rappelant un toit, d'où le nom de membrane tectoriale qui vient du latin tectum. Alors qu'au niveau de la base, vous avez la membrane basilaire. Alors, cette membrane basilaire sur laquelle reposent les cellules ciliées a une géométrie caractéristique parce que, et des propriétés physiques même, on peut dire. Parce que cette membrane basilaire, quand on s'amuse à dérouler toute la cochlée, on voit que la membrane basilaire, qui est représentée ici en bleu, est étroite ici, et plutôt rigide à sa base. Alors qu'au niveau de son apex ou sommet, elle est large et souple. Alors, cette partie apicale, cet apex, qui est large et souple, va vibrer préférentiellement avec les sons de basse fréquence. Donc, ce sont les sons de basse fréquence qui vont surtout faire vibrer l'apex de la membrane basilaire, alors que la base, qui elle est étroite et rigide, va surtout vibrer avec les sons de haute fréquence. Donc, le profil de vibration de la membrane basilaire va dépendre de la fréquence des sons. Les sons élevés à haute fréquence vont surtout faire vibrer la base, alors que les sons de basse fréquence vont surtout faire vibrer l'apex. Donc, cette affinité de la membrane basilaire en fonction de la fréquence des sons est appelée tonotopie. Donc, tous les sons ne font pas vibrer la membrane basilaire de la même façon. Donc, les sons de haute fréquence vont surtout faire vibrer la base, alors que les sons de basse fréquence vont surtout faire vibrer l'apex. C'est ça qu'on appelle la tonotopie. Maintenant, nous allons essayer de voir les récepteurs auditifs un peu plus dans le détail. Donc, je vous ai dit que ces récepteurs auditifs, ce sont les cellules ciliées. Deux types, cellules ciliées internes, disposées en une rangée, cellules ciliées externes, disposées en 3 ou 4 rangées. Les cellules ciliées reposent sur la membrane basilaire que vous voyez ici. Et à côté des cellules ciliées, vous avez des cellules de soutien. Vous avez la lame tectoriale en position supérieure, la lame basilaire en bas et en position intermédiaire, la lame réticulaire. L'ensemble, tout cela constitue un dispositif rigide qu'on appelle l'organe de Corti. Donc, c'est qui est véritablement l'organe fonctionnel par essence de l'audition. Là, vous voyez, c'est l'organe de Corti. C'est cette partie-là, cette infime partie-là que vous voyez entre le canal cochléaire et la rampe tympanique qui a été agrandie ici.
Souvenez-vous que ça, c'est une coupe transversale de la cochlée avec les 3 rampes, rampe vestibulaire, canal cochléaire, rampe tympanique. Donc, les récepteurs de l'audition, ce sont les cellules ciliées. Au niveau du pôle apical de chaque cellule, vous avez 100 stéréocyles. Et ce sont ces stéréocyles-là qui font parler de cellules ciliées. Cellules ciliées internes, cellules ciliées externes. À la base, la membrane basilaire, au niveau du toit, la membrane tectoriale, et en position intermédiaire, la lame réticulaire, associée aux cellules de soutien, l'ensemble forme ce qu'on appelle l'organe de Corti. Cette photo-là, en microscope électronique, qui vous permet de voir l'ultrastructure des cellules ciliées. Ici, vous voyez les 3 rangées des cellules ciliées externes. Et ici, vous voyez un agrandissement qui vous permet de voir véritablement l'ultrastructure des stéréocyles qui se trouvent au niveau du pôle apical de ces cellules. Alors, comment est mis en jeu les récepteurs auditifs? C'est-à-dire comment le son va mettre en jeu les récepteurs auditifs et permettre que ce son-là, qui est une stimulation sonore à l'origine, puisse arriver à la génération d'un potentiel de récepteur et finalement même d'un potentiel d'action. Comment ça se passe? Alors, quand la vibration de la membrane tympanique est transmise par la chaîne des osselets, donc l'étrier va exercer une action sur la fenêtre ovale. Souvenez-vous, je vous ai dit que au niveau de l'oreille interne, c'est un milieu liquidiaire. Vous avez le périlymphe dans les rampes vestibulaires tympaniques, vous avez l'endolymphe dans le canal cochléaire. Donc, l'action de l'étrier sur la fenêtre ovale va entraîner un mouvement liquidien dans l'oreille interne. Et cela va entraîner une vibration de la membrane basilaire, MB, c'est membrane basilaire. Il faut noter ça pour ne pas oublier lorsque vous regarderez le diaporama. Donc, vibration de la membrane basilaire qui va se répercuter sur la membrane tectoriale, parce que l'organe de Corti est un dispositif assez rigide. Il y aura donc un mouvement relatif des 2 membranes avec inclinaison des stéréocyles. Et c'est cette inclinaison, vous voyez ici, les stéréocyles sont droits, mais lorsqu'il y a un mouvement de la membrane basilaire qui se répercute sur la membrane tectoriale, vous avez un mouvement relatif des deux membranes avec inclinaison des stéréocyles. Et c'est cette inclinaison des stéréocyles que vous voyez ici qui va représenter l'événement critique de la transduction, c'est-à-dire de la transmission, de la transformation du son en potentiel de récepteur, ou bien en courant, en électricité si vous voulez. Alors, pourquoi cela? Parce que au niveau du sommet de ces stéréocyles, vous avez des canaux potassiques. Canaux potassiques que vous voyez ici. Quand les stéréocyles sont inclinés dans un sens, les canaux restent fermés, comme vous le voyez ici. Mais par contre, quand les stéréocyles sont inclinés dans l'autre sens, étant donné que chaque canal est relié par un fil élastique au cil adjacent, donc il y a un effet de traction qui entraîne l'ouverture des canaux potassiques, comme vous le voyez ici, et le potassium qui se trouve en abondance dans l'endolymphe va suivre son gradient de concentration et va entrer à l'intérieur des cellules ciliées. Donc, ce mouvement du potassium est détecté et va entraîner donc une variation du potentiel de membrane, parce que le courant, ce n'est rien d'autre qu'un mouvement d'ion. Donc, ce mouvement-là va être détecté et va se matérialiser ici par une variation du potentiel de membrane, une dépolarisation. Ainsi, un mouvement
à l'origine mécanique, donc une transmission d'ondes sonores avec percussion de la membrane tympanique, transmission par la chaîne des osselets, va donner finalement une dépolarisation au niveau de la cellule ciliée. Donc, on a naissance d'un potentiel de récepteur. Et c'est ça le rôle, comme je vous ai expliqué ce matin, des récepteurs, c'est de transformer le stimuli en potentiel de récepteur et finalement en potentiel d'action. C'est ça la transmission. Donc, si on essaie de récapituler, vous avez l'inclinaison des stéréociles qui va entraîner l'ouverture des canaux potassiques. L'ouverture des canaux potassiques sera suivie de l'entrée du potassium dans la cellule ciliée. Il y aura une dépolarisation. Et cette dépolarisation va entraîner l'ouverture de canaux calciques voltage dépendants qui se trouvent sur la membrane de ces cellules ciliées. Et cela va entraîner l'entrée du calcium. Le calcium va favoriser la fusion et l'exocytose des neurotransmetteurs, donc ce qui va entraîner une activation des fibres du nerf auditif où les potentiels d'action seront générés. Donc, ici, vous avez un cas où le site transducteur est séparé du site générateur par une synapse, comme on l'a vu ce matin. Alors, après les récepteurs, comme je vous ai dit ce matin, dans tout chapitre de physiologie neurosensorielle, après les récepteurs, véritablement, c'est les voies et les aires d'intégration corticale. Quelles sont les voies de l'audition? Il y a deux types de voies dans l'audition. Vous avez les voies périphériques et les voies centrales. Alors, les voies périphériques sont représentées tout simplement par le nerf auditif. Si vous voulez, c'est ça. La partie périphérique des voies auditives est représentée par le nerf auditif. Les nerfs auditifs, ce sont véritablement les fibres, toutes les fibres connectées aux cellules ciliées, dont les corps cellulaires se trouvent ici au niveau du ganglion spiral. Attention, ganglion spiral avec R, hein, et non ganglion spinal ici. Moi, pendant longtemps, quand j'étais étudiant, je disais ganglion spinal. Donc, c'est que plus tard que j'ai su que le prof ne parlait pas de ganglion spinal, mais de ganglion spiral. Le ganglion spinal, c'est au niveau de la moelle. Ici, on est au niveau de l'oreille. Donc, le corps cellulaire se trouve ici au niveau du ganglion spiral. Donc, toutes les fibres qui constituent le nerf auditif sont en connexion avec les cellules ciliées et 95% de ces fibres sont en rapport avec les cellules ciliées internes. Alors, c'est un peu paradoxal parce que les cellules ciliées internes sont moins nombreuses. Vous avez vu que les cellules ciliées internes sont disposées en une seule rangée, là où les cellules ciliées externes étaient disposées en 3 ou 4 rangées. Il y a à peu près dans chaque oreille 3500 cellules ciliées internes contre à peu près 20 000, soit presque 6 fois plus, hein, à peu près 20 000 cellules ciliées externes. Mais malgré le petit nombre, 3500, l'essentiel des fibres du nerf auditif, 95%, sont connectées aux cellules ciliées internes. Donc, seuls 5% des fibres du nerf auditif sont reliées aux cellules ciliées externes. Après la partie périphérique, donc la partie périphérique représentée par le nerf auditif, les voies auditives vont arriver ici au niveau du bulbe et vont donner la partie centrale, si vous voulez, les voies centrales de l'audition. Il y a deux parties. Une partie ventrale qui va arriver ici, donc se projeter ici sur le noyau cochléaire ventral et va passer au niveau de l'olive supérieure homolatérale, puis l'olive supérieure contralatérale et va monter. Alors, il y a une partie qui arrive ici au niveau dorsal, le tractus dorsal, qui va croiser la ligne médiane et va monter. Alors, ce qu'il faut retenir, vous voyez, l'information auditive qui vient de ce côté-là
va non seulement traverser la ligne médiane et monter, mais va également monter au niveau homolatéral. Et là également, l'information qui vient de ce côté-là, toujours, si on prend le tractus dorsal avec le noyau cochléaire dorsal, va également traverser la ligne médiane. Et au niveau des structures relais, il y a des zones de commissure qui permettent également à l'information de passer du côté droit vers le côté gauche. Cette zone de commissure existe ici au niveau du noyau du lemniscus latéral, existe également ici entre les deux colliculus inférieurs, même si ce n'est pas représenté dans le schéma. Ça existe également au niveau du thalamus avec la commissure de Gaden qui relie le thalamus droit et le thalamus gauche, même si ce n'est pas représenté ici. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire une information qui provient d'une oreille va être projetée de façon bilatérale. Donc, l'information qui provient de l'oreille droite va être projetée de façon bilatérale et va arriver au niveau du cortex auditif contralatéral et au niveau du cortex auditif homolatéral et vice-versa. Donc, chaque information auditive qui provient d'une oreille va finalement être projetée dans les deux cortex auditifs primaires qui se trouvent au niveau du lobe temporal dans le gyrus de Escher. C'est ça qu'on appelle donc la bilatéralisation des voies centrales, des voies auditives, autant pour moi, dans le système nerveux central. Alors ça, c'est très important. Ça, vous devez le retenir parce que c'est une sorte de sécurisation de l'information auditive. Ça veut dire quoi? Une information auditive qui provient du côté droit est projetée aussi bien au niveau du côté droit qu'au niveau du côté gauche. De telle sorte que s'il y avait aujourd'hui, par exemple, une destruction du cortex auditif gauche, le sujet va malgré cela continuer à entendre avec les deux oreilles. Et nous allons terminer par quelques applications cliniques. Donc, il y a la notion de surdité de conduction. Donc, c'est lié à un trouble de la conduction du son dans l'oreille externe. Il peut s'agir de bouchons de cérumen ou bien de l'association rigide des osselets qu'on appelle autospongiose. Donc, ça, c'est une surdité de conduction. C'est ce qu'on appelait anciennement surdité de transmission. Okay. Fermez vos micros, s'il vous plaît. À côté de cette surdité de conduction, vous avez la surdité nerveuse, donc qui correspond à la perte de neurones au niveau de la cochlée, au niveau du nerf auditif. Alors, si la destruction est totale, une perte totale des neurones, vous aurez une surdité définitive. Mais si c'est une destruction partielle avec un résidu auditif, on peut, à l'aide d'appareils, amplifier ce résidu ou bien implanter même carrément une cochlée superficielle. Cette surdité nerveuse, c'est ce qu'on appelait la surdité de perception. Et enfin, en cas de lésion auditive centrale, il n'y a presque jamais de surdité monorale. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Pour qu'il y ait une surdité d'origine centrale, il faut obligatoirement que les deux cortex auditifs primaires, les deux jurys d'Escher, soient en même temps endommagés. Donc, et ça, c'est des situations qui sont relativement rares. Donc, le bon Dieu a sécurisé l'information auditive en dupliquant, si vous voulez, en faisant que les voies centrales de l'audition sont bilatérales, de telle sorte que chaque oreille va projeter dans les deux cortex auditifs primaires. De telle sorte que même s'il y a un cortex auditif primaire qui est détruit, le sujet va continuer à entendre parfaitement avec les deux oreilles. C'est parce que sans doute, comme je vous l'ai dit dès l'introduction de ce chapitre, que l'audition est une fonction
fondamentalement importante que peut-être que le bon Dieu a voulu sécuriser cette information auditive en faisant en sorte que les voies centrales de l'audition sont bilatérales. Voilà, donc en conclusion, ce qu'on peut retenir, c'est que, comme vous l'avez vu avec moi, le système auditif est un chef-d'œuvre technique du corps humain. On peut parler ainsi parce qu'il y a des détecteurs acoustiques miniatures, ce sont les cellules ciliées, comme on l'a vu, avec l'inclinaison de ces stéréocylles, vont transformer le son en potentiel de récepteur. Et c'est cette transformation du son en potentiel de récepteur qui représente donc une traduction fidèle des vibrations sonores. Et ensuite, l'influx auditif va être transmis vers le cortex auditif primaire, avec les voies périphériques, mais également les voies centrales qui sont bilatérales. Donc, c'est un système qui a une utilité plurielle, notamment dans la communication interindividuelle, comme je vous l'ai dit, mais également dans la survie des animaux dans la nature, parce que ça permet de localiser les proies et les prédateurs. Ça joue également un rôle important en l'expression artistique et émotionnelle, comme la musique, comme les zikrs, etc. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire sur l'audition. Est-ce que vous avez des questions? Avant oui. Que je ne... Oui. Pouvez-vous revenir sur les voies centrales de l'audition? Pour dire quoi? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? La description. Retenez tout simplement que c'est des voies bilatérales. On n'a pas besoin d'entrer dans les détails. Ce que je vais expliquer, c'est que quand vous avez une information qui vient de l'oreille droite, cette information va se retrouver dans le cortex auditif droit et dans le cortex auditif gauche. Voilà. C'est ça l'information capitale qu'il faut retenir. Le reste, c'est de l'anatomie. D'autres questions? Oui. Ça fait partie de l'oreille externe ou l'oreille moyenne. Comment? Il y a un écho là. Si tu as un casque, peut-être qu'il faudra l'enlever ou je ne sais pas, c'est pas normal. Il y a un écho. Bien, c'est la qualité de ta connexion. Allô? Oui. Allô? Oui, j'écoute. Je disais le tympan. Le tympan, fait oui. partie de l'oreille. Comment? Est-ce que le tympan fait partie de l'oreille externe ou l'oreille moyenne? Il faut considérer ça comme voilà, en avant du tympan, c'est l'oreille externe, en arrière du tympan, c'est l'oreille moyenne. C'est une zone frontière, quoi. Pour le percevoir comme ça. Voilà. Si vous voulez, c'est la membrane tympanique qui permet de séparer l'oreille moyenne de l'oreille externe. Donc, en avant du tympan, vous avez l'oreille externe et au-delà du tympan, vous avez l'oreille moyenne. Voilà. Borderline, on va dire. Professeur, j'ai une question. Okay. Oui. Encore deux questions. Oui, allez-y. Ok, vas-y. Ah, d'accord, ok. Pour les patients qui ont une surdité, par exemple, homolatérale, vous aviez dit tout à l'heure, l'information est partagée entre les deux cortex, droit et gauche. Comment ça se fait que si l'information est partagée entre le cortex droit et gauche, et ces personnes-là ont une surdité homolatérale? Je ne sais pas, je n'ai pas compris cette partie. Non, j'ai dit, vous savez, la surdité, est-ce que tu me suis? La surdité, elle peut être d'origine périphérique, elle peut être d'origine centrale. D'accord? Quand vous avez une lésion
au niveau de la cochlée. Si la cochlée est détruite, cette oreille-là n'entend plus rien. Donc ça, c'est une surdité homolatérale, mais c'est une surdité périphérique. Maintenant, j'ai dit que pour les surdités d'origine centrale, où la surdité est liée à une lésion corticale, il ne peut y avoir de surdité totale que lorsque les deux cortex auditifs sont totalement détruits. Et ça, c'est rare. C'est rare. Alors, pourquoi, quand on a une lésion corticale unilatérale, le sujet va continuer à entendre avec les deux oreilles? Si je donne par exemple une destruction du cortex au niveau droit, au niveau du côté droit, le sujet va continuer à entendre également avec l'oreille droite. Parce que les sons qui proviennent de l'oreille droite sont également envoyés directement au niveau du cortex auditif gauche qui, elle, n'est pas lésée. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, je vois maintenant. Voilà, donc vous avez deux cortex. Vous avez dans la physiologie, si vous voulez comprendre, il y a les récepteurs, je vous ai dit, il y a les voies, il y a les aires d'intégration corticale. Alors, ces trois éléments-là doivent fonctionner pour que la fonction soit normale. C'est comme vous avez chez vous votre contact, le contact électrique de la lampe, vous avez le fil, vous avez l'ampoule. Pour avoir de la lumière, il faut que le contact fonctionne, il faut que le fil soit intact, il faut que l'ampoule soit normale. Si le contact ne marche pas, si vous appuyez dessus, vous n'aurez pas de la lumière. Si le fil est sectionné, si vous appuyez sur le contact, vous n'aurez pas de la lumière. Si l'ampoule est grillée, si vous appuyez sur le contact, vous n'aurez pas de la lumière. C'est la même chose avec l'audition, par exemple. Vous avez les récepteurs, c'est le contact. Vous avez les fils, ce sont les voies auditives. Vous avez le cortex auditif qu'on peut assimiler à l'ampoule. D'accord? Maintenant, l'absence de lumière peut provenir d'un défaut périphérique. Le défaut périphérique, c'est quoi ici? C'est le contact. D'accord? L'absence de lumière peut provenir également d'un défaut central. Le défaut central, dans l'exemple de l'électricité chez vous, c'est la lampe. Si la lampe est grillée, donc vous n'aurez pas de lumière. Même chose également pour l'audition. Vous pouvez avoir un dysfonctionnement auditif parce que le récepteur est détruit, par exemple. Vous pouvez avoir un dysfonctionnement auditif parce que le nerf auditif est sectionné, ou bien en tout cas ne fonctionne plus correctement. Vous pouvez avoir également un dysfonctionnement auditif parce que c'est le cortex auditif qui est détruit. Maintenant, dans ce dernier cas, pour que on puisse avoir une surdité liée à une destruction du cortex auditif, il faut obligatoirement que les deux cortex auditifs soient détruits. Et ça, c'est très rare. C'est très rare. Parce que le branchement a été fait de telle sorte que si l'information arrive au niveau de l'oreille gauche va envoyer l'information au niveau des deux cortex auditifs. Donc, si les deux marchent, tant mieux. Si l'un ne marche pas, ça n'empêche pas d'entendre parce que l'autre marche. Donc, pour qu'il y ait dysfonctionnement auditif d'origine centrale, il faut obligatoirement que les deux cortex auditifs soient détruits. Voilà. Et ça, c'est lié à la bilatéralisation des voies centrales de l'audition. Tout ce que je veux dire par là. Ah, d'accord. Merci beaucoup. J'ai compris. Merci. Bon, une dernière question, parce que quand même, il faut que je fasse l'audition, la vision. Oui, vas-y. La dernière question.
On verra si à la fin, on aura du temps pour d'autres questions. Je demande, la presse acoustique peut être qualifiée de quel type de surdité? En même temps, aussi, je demande... Ça, c'est la sérénité. Le rôle des disques aussi de presse. Le rôle de quoi? Allô? Je n'entends plus. Bon, on va y revenir après à la fin du cours. Donc, on va enchaîner avec la physiologie de la vision. Donc, toujours dans le cadre de la physiologie neurosensorielle, après l'audition, on va avoir une deuxième fonction également importante qu'on appelle la vision. Alors, voici le plan que nous allons. Excusez-moi, si vous pouvez fermer vos micros, ça m'aidera beaucoup. Vous voyez le plan qu'on va suivre, un chapitre introductif. Ensuite, on va parler des photorécepteurs, des voies visuelles, et on terminera par quelques illustrations cliniques avant de conclure. Le système visuel est un système extraordinaire de par la quantité d'informations qu'il peut donner sur le monde. En effet, un simple coup d'œil peut vous permettre d'avoir des informations sur la taille, sur la forme, sur la couleur des objets. Et même s'il s'agit d'objets en déplacement, vous avez une idée sur la direction et la vitesse relative de ces objets en déplacement. C'est un système qui permet de détecter les proies et les prédateurs, comme tout à l'heure pour l'audition, ce qui est important véritablement pour la survie des animaux. Alors, pour attester de l'importance de ce système, on dit que le système visuel dispose d'environ 70% des récepteurs sensoriels de l'organisme. Et c'est un système qui utilise la moitié du cortex cérébral humain pour traiter l'information visuelle. C'est des chiffres véritablement qui vous montrent l'importance de ce système visuel. Alors, tout à l'heure, on a dit que le stimulus efficace du son était des ondes sonores. Pour ce qui concerne la vision, le stimulus efficace est représenté par des ondes électromagnétiques, c'est-à-dire de la lumière. Alors, ces ondes électromagnétiques sont variables en fonction de leur longueur d'onde. Il y a des longueurs d'onde courtes autour de 400 nanomètres qui sont perçues comme étant du violet et des longueurs d'onde plus longues, excusez-moi de la répétition, mais on va se répéter souvent, qui sont autour de 700 nanomètres. Ces longueurs d'onde sont perçues comme étant du rouge. Et dans le système visuel, il existe deux sous-systèmes distincts, avec, en fonction des courbes de visibilité. Alors, le premier sous-système est la vision scotopique ou vision crépusculaire, donc qui détecte des longueurs d'onde courtes qui culminent autour de 510 nanomètres. À côté de cette vision scotopique ou crépusculaire, vous avez une vision dite photopique ou diurne qui nécessite des niveaux d'éclairement élevés avec des longueurs d'onde qui culminent autour de 560 nanomètres. Alors, nous avons dit que ce sont les ondes électromagnétiques qui représentent les stimulus efficaces de la vision. Alors, le spectre audible, le spectre visible donc, est représenté ici, donc, comme je vous l'ai dit, avec des longueurs d'onde courtes, autour de 420 nanomètres, perçues comme étant du violet, et des longueurs d'onde
plus longue, autour de 700 nanomètres, perçue comme étant du rouge. Entre les deux, vous avez toute une gamme de couleurs primaires qui va de l'indigo au bleu, au vert, au jaune, à l'orange et au rouge. Donc, cet intervalle représente le spectre visible. Mais il y a d'autres ondes qui ne sont pas perceptibles par l'œil humain. Ce sont les rayons gamma, les rayons X que l'on utilise dans les radiographies, radio poumon, radio du rachis, etc. Les rayons ultraviolets, les rayons infrarouges, les micro-ondes que vous utilisez chez vous pour chauffer les aliments ou pour cuisiner, et les ondes radio. Donc ça, ce sont des ondes qui ne sont pas détectables par l'œil. Donc l'œil n'est sensible qu'au spectre visible, donc entre à peu près 400 et 700 nanomètres. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il y a deux courbes de visibilité, une vision scotopique pour les visions, pour les niveaux faibles d'éclairement et une vision photopique pour les niveaux d'éclairement élevés. Retenez cette dichotomie, c'est-à-dire l'existence de ces deux sous-systèmes, parce qu'on va les retrouver partout au niveau de l'organisation du système visuel. Alors, après ce chapitre introductif, on va dire un mot sur les photorécepteurs. Alors, les photorécepteurs sont essentiellement de deux types, comme vous le connaissez. Ce sont les cônes et les bâtonnets. Leur rôle, c'est de procéder à la photoréception, c'est-à-dire à la réception des ondes électromagnétiques. Donc, ces cônes et ces bâtonnets sont capables de détecter l'énergie lumineuse. Détecter non seulement l'énergie lumineuse, mais de faire en sorte que ce stimulus lumineux puisse être finalement transformé en potentiel d'action, parce que comme je vous ai dit ce matin, le système nerveux ne comprend que le langage des potentiels d'action. C'est ça le rôle des cônes et des bâtonnets. Alors, quelle est l'anatomie fonctionnelle de ces récepteurs visuels? Dans ces récepteurs visuels, vous aurez deux segments, récepteurs visuels ou photorécepteurs. Un segment externe, que vous voyez ici, un segment externe, il est allongé dans les bâtonnets. C'est pourquoi d'ailleurs on les appelle bâtonnets. Alors que ce même segment externe est court et effilé chez les cônes, d'où leur nom de cône. Alors, ce segment externe est constitué, si vous voulez, vous avez l'impression, quand vous voyez ce segment externe, je vais mettre en mode diaporama, excusez-moi. Quand vous voyez ce segment externe, vous avez l'impression que c'est des disques ou bien des pièces de 25 francs qui sont empilées. C'est cette impression que ça donne. Mais en réalité, ce sont des invaginations de la membrane plasmique qui donnent cet aspect-là. Et c'est au niveau de ces invaginations de la membrane plasmique que l'on va retrouver les pigments visuels. Donc, aussi bien dans les cônes que dans les bâtonnets, les pigments visuels se trouvent au niveau des segments externes. À côté de ce segment externe que vous voyez ici, vous avez les segments internes. Le segment interne, comme que vous voyez ici, le segment interne est riche en mitochondries. Tout ce que vous voyez là, ce sont des mitochondries qui vont apporter l'énergie nécessaire à la photoréception. Alors, nous avons dit que donc, dans les invaginations de la membrane plasmique que vous voyez ici, se trouvent, donc dans le segment externe, se trouvent les pigments. Oui. Vous pouvez revenir sur la diapositive précédente. Pour dire quoi, oui. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Énergie, c'est quoi? Énergie. Énergie, c'est énergie. Énergie, c'est énergie. Ah, d'accord. D'accord. C'est l'énergie. Ce sont les mitochondries qui amènent l'énergie. D'accord? L'énergie nécessaire à la photoréception. C'est clair?
Allô? Oui, c'est clair. Voilà. Ce n'est pas une abréviation, quoi. Bon, peut-être que je vais changer ça pour vous donner, avant de vous donner ça, peut-être. C'est l'énergie. Énergie. Donc, au niveau des segments externes, plus précisément au niveau des invaginations de la membrane, vous allez retrouver les pigments visuels. Alors, un pigment visuel est constitué de deux parties, comme vous le voyez ici. Donc, c'est cette partie-là, ce petit rectangle qui a été agrandi ici. Vous voyez ici la bicouche phospholipide de la membrane et au niveau de cette membrane sont insérés les pigments visuels. Le pigment visuel est constitué de deux parties. Une molécule photosensible, donc qui est sensible à la lumière, qu'on appelle le rétinal. Excusez-moi, le rétinal que vous voyez ici en rouge. Et ce rétinal est associé à une protéine qu'on appelle l'opsine. Donc, ce sont ces deux constituants qui donnent ce qu'on appelle un pigment visuel. Alors, comment fonctionnent ces pigments visuels? Sans lumière, en l'absence de stimulation, le rétinal est sous une forme pliée, que vous voyez ici, qu'on appelle isomère 11,6. Lorsque la lumière arrive, et frappe le segment externe, le rétinal va passer de sa forme pliée 11,6 à une forme droite qu'on appelle tour transrétinal. Ce passage de la forme pliée à la forme droite est appelé redressement ou isomérisation. Et cette isomérisation va s'accompagner de la séparation du rétinal et de l'opsine. Donc, les deux éléments qui constituent le pigment visuel, avec le redressement, vont se séparer. Et cette séparation est appelée isomérisation. Donc, l'isomérisation va induire une chaîne de réaction qui va aboutir à la naissance des potentiels d'action sur le nerf optique. Nous y reviendrons tout à l'heure. Mais à ce stade, vous pouvez retenir qu'au début, on a la lumière, modification des pigments visuels et cascade de réactions qui va aboutir à la naissance d'un potentiel d'action. Donc, fermez vos micros, s'il vous plaît. Fermez vos micros. Donc, vous avez la lumière et à la fin, vous avez un potentiel d'action. C'est ce qu'on a appelé donc ce matin la transduction. Alors, le pigment visuel au niveau des bâtonnets, la protéine en question est appelée rhodopsine. Donc, va s'associer avec le rétinal. Ces pigments visuels vont se former et s'accumuler dans l'obscurité et vont être dégradés sous l'effet de la lumière avec en ce moment séparation du rétinal et de l'opsine. Donc, dans les bâtonnets, le processus nécessite des niveaux d'éclairement faibles dans les bâtonnets. C'est pourquoi je vous disais que les deux sous-systèmes sont retrouvés partout. Le système scotopique, qui nécessite des niveaux d'éclairement faibles, concerne surtout les bâtonnets, alors que le système photopique, qui nécessite des niveaux d'éclairement relativement élevés, va concerner surtout les cônes. Donc, pour ces cônes, le fonctionnement est moins bien connu, mais serait similaire à ce qui se passe globalement au niveau des bâtonnets. Et là également, vous aurez un pigment visuel constitué d'opsine de types différents en fonction des couleurs. Vous pouvez avoir plusieurs types d'opsine.
qui peuvent s'associer au rétinal, l'ensemble donnant des pigments visuels. Comme dans les bâtonnets, le pigment visuel va se former dans l'obscurité et va être dégradé sous l'effet de la lumière. La différence entre les cônes et les bâtonnets, c'est que les cônes vont nécessiter, pour la dégradation de leur pigment visuel, des niveaux d'éclairage élevés, contrairement aux bâtonnets où les niveaux d'éclairage sont relativement très faibles. Donc ça, pour résumer ce qu'on a dit, ici, dans l'obscurité, le rétinal va s'associer, si vous voulez, donc à l'opsine pour donner le pigment visuel. Donc vous avez ici le rétinal sous sa forme pliée et vous avez l'opsine. L'ensemble donne ce qu'on appelle le pigment visuel. Maintenant, sous l'effet de la lumière, il y aura une dégradation. C'est pourquoi on dit que les pigments visuels sont des molécules photosensibles, sensibles à la lumière. Donc, si ces pigments visuels sont frappés par la lumière, il y a une dégradation de ce pigment visuel avec séparation de l'opsine et du rétinal. Et le rétinal va passer de sa forme pliée à sa forme droite. Et c'est ça qu'on appelle l'isomérisation. Cette isomérisation va être suivie d'une cascade de réactions qui va aboutir finalement à la naissance de potentiels d'action. Nous y reviendrons tout à l'heure. Donc, voici déjà. Donc, vous voyez ici, vous avez ici toujours votre bicouche phospholipide. Imaginez-vous qu'on est ici au niveau de la membrane plasmique, au niveau du segment externe des photorécepteurs. Vous avez les pigments visuels qui sont ici, vous avez l'opsine, vous avez le rétinal. Donc, ce pigment visuel est sensible à la lumière. Dès que la lumière arrive, il y a une dégradation du rétinal avec du pigment visuel, avec le rétinal qui passe de sa forme pliée à sa forme droite, donc donnant ce qu'on appelle l'isomérisation, et l'isomérisation va s'accompagner de la séparation du rétinal et de l'opsine. L'opsine active, séparée du rétinal, va devenir active et va, si vous voulez, activer la transducine, c'est-à-dire des seconds messagers. La transducine va activer la phosphodiesterase qui va activer le GMP cyclique. Le GMP cyclique donc est hydrolysé en GMP, puisque c'est le GMP cyclique qui maintenait le canal potassique ouvert. Donc, dès que le GMP cyclique est transformé en GMP, le canal sodique va se fermer. Donc, le courant dépolarisant va disparaître et cela va se traduire par une hyperpolarisation. Donc, au début, on a de la lumière et à la fin, on a une variation du potentiel de membrane. Donc, ce qui se passe dans les photorécepteurs, c'est le seul cas connu où l'hyperpolarisation va entraîner une activation avec naissance plus tard des potentiels d'action. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au début, vous avez une onde électromagnétique qui va entraîner une variation du potentiel de membrane et c'est ce qu'on appelle donc une transduction. Je vous ai dit que l'objectif d'un récepteur, c'est de transformer un stimulus, que ce soit de la lumière, que ce soit du son, que ce soit une stimulation tactile, en variation du potentiel de récepteur, puis en naissance de potentiel d'action, qui est le seul langage que comprend le système nerveux. Alors, dans les photorécepteurs, vous avez essentiellement deux types de liaisons. Quand vous prenez un cône, il est relié à une seule cellule ganglionnaire ou bien à un petit nombre en tout cas. Vous voyez ici un cône relié ici à une seule cellule ganglionnaire. Les cellules ganglionnaires, à une seule cellule ganglionnaire. Vous voyez ici, il y a des cellules intermédiaires qu'on appelle des cellules bipolaires. Des cellules bipolaires.
ce sont les interneurones, les réseaux d'interneurones dont j'ai parlé ce matin. Par contre, quand vous prenez les bâtonnets, vous voyez plusieurs bâtonnets, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, peuvent converger vers la même cellule. Et ça, c'est schématiquement. Mais dans la pratique, jusqu'à 50, 100 bâtonnets peuvent être reliés à une seule cellule ganglionnaire. Ce qui fait que, dans le cas des connexions des bâtonnets, il y a des phénomènes de convergence. Quand plusieurs bâtonnets stimulent à la fois une même cellule ganglionnaire, il y a des processus de sommation. Et qui dit processus de sommation dit une certaine perte d'information, ce qui va finalement rendre la vision floue. D'accord? C'est comme si, je donne un exemple, si je suis là, une centaine d'étudiants veulent me parler en même temps, je suis incapable de saisir en même temps les 100 messages des étudiants. Forcément, il y a des informations que je vais perdre. C'est à peu près la même chose qui se passe dans les bâtonnets. Plusieurs bâtonnets vont converger vers une même cellule ganglionnaire, ce qui fait que il y aura des pertes d'informations liées au processus de sommation et cela va entraîner une vision floue. Par contre, quand il s'agit des cônes, un cône peut être lié à une seule cellule ganglionnaire. Donc, il y a une transmission facile et rapide de l'information et de façon précise. Et cela va se matérialiser par une vision claire, donc de type photopique, alors que pour les bâtonnets, ce sera une vision floue de type scotopique. C'est pourquoi je vous disais que retenez cette dichotomie parce qu'on va les retrouver. Même les photorécepteurs sont différents. Pour les cônes, c'est surtout la vision photopique. Pour les bâtonnets, c'est surtout la vision floue ou vision crépusculaire ou vision scotopique. C'est très important à savoir. Et maintenant, les potentiels d'action vont naître donc dans les axones des cellules ganglionnaires qui vont se réunir pour former le nerf optique. Qui vont se réunir donc pour former le nerf optique. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais juste m'arrêter un peu sur la notion de champ récepteur des cellules ganglionnaires. Au niveau de la rétine, au niveau de la rétine, parce que comme je vous ai dit ce matin, au niveau du corps humain, de la peau, vous avez plusieurs territoires sensitifs qu'on a appelés dermatomes. Chaque territoire était sous la dépendance d'une racine sensitive. Quand vous venez au niveau de la rétine également, il y a ce qu'on appelle des champs de récepteurs des cellules ganglionnaires. C'est-à-dire que chaque partie de la rétine est sous la dépendance d'une cellule ganglionnaire. C'est-à-dire toute stimulation qui naît de cette partie de la rétine va gagner le nerf optique en passant par cette cellule ganglionnaire. Alors, ces champs de récepteurs ont des particularités. Ce sont des champs de récepteurs concentrés avec une partie centrale et une partie périphérique. Dans le champ de récepteurs d'une cellule ganglionnaire, vous avez une partie centrale et une partie périphérique. Alors, la particularité de ces champs de récepteurs ganglionnaires, c'est que si l'illumination est diffuse, c'est-à-dire que si le centre et la périphérie sont illuminés de la même façon, il n'y a pas d'activation. C'est égal à une absence d'activation. Donc, si le centre, l'illumination est diffuse, le centre est illuminé de la même façon que la périphérie, c'est équivalent à une absence d'illumination. Donc, ce sont des champs de récepteurs qui sont sensibles à l'effet de contraste.
il y a des champs de récepteurs à photosensibilité centrale ON, c'est-à-dire des champs de récepteurs qui, pour être activés, c'est le centre qui doit être illuminé, alors que la périphérie n'est pas illuminée. Donc, ce sont les champs de récepteurs à photosensibilité centrale ON. Il y a des champs de récepteurs à photosensibilité centrale OFF. C'est-à-dire que dans les champs de récepteurs à photosensibilité centrale OFF, il faut que ce soit la périphérie qui est illuminée pour qu'il y ait une activation des cellules ganglionnaires. Donc ça, c'est très important. C'est l'illumination focale, l'illumination uniforme. Il n'y a pas de modification, mais c'est l'illumination focale. Donc, dans les champs de récepteurs à photosensibilité centrale ON, il faut que ce soit le centre qui est illuminé, et vous voyez en ce moment une recrudescence des potentiels d'action qui passent de leur niveau basal à leur niveau d'activité, alors que pour les champs de récepteurs à photosensibilité centrale OFF, il faut que ce soit la périphérie qui est illuminée, et en ce moment-là, vous voyez une augmentation de la fréquence de décharge des potentiels d'action sur les cellules ganglionnaires, sur les axes des cellules ganglionnaires. Donc ça, c'est très important de connaître ces dispositions en champ concentrique des champs ganglionnaires. L'illumination fils, c'est égal à absence d'illumination. Ça ne change absolument rien. Après les photorécepteurs, donc, on va dire un mot sur les voies visuelles. Voies visuelles, donc plusieurs parties dans ces voies visuelles. Vous avez le nerf optique, vous avez le chiasma optique, le tractus optique ou bandelette optique. Ensuite, il y aura un relais dans le corps latéral du thalamus et les fibres vont donner ensuite la radiation optique avant de finir dans le cortex visuel primaire. Donc là, vous voyez sur ce schéma-là les axones des cellules ganglionnaires dont je parlais tout à l'heure vont se réunir pour donner le nerf optique que vous voyez ici, le nerf optique que vous voyez ici, à la partie postérieure du bulbe. Alors, parmi ces fibres, vous avez des fibres temporales qui ne vont pas décusser et vous avez des fibres nasales qui vont décusser. Donc, si vous prenez un côté, les fibres temporales homolatérales vont s'associer avec les fibres nasales contralatérales qui vont décusser pour former ce qu'on appelle le tractus optique ou bandelette optique. Donc, le tractus optique va venir faire relais au niveau du corps genoué latéral du thalamus avant de se déporter pour donner la radiation optique, les radiations optiques de Graciolet qui vont s'épancher au niveau du cortex occipital, notamment autour de la suture calcarée. Donc, c'est le cortex occipital qui est l'aire d'intégration des voies visuelles, qui est l'aire d'intégration des informations visuelles. Donc, le cortex occipital, si vous voulez, c'est le cortex de la vision. On va terminer donc par quelques illustrations cliniques. Les troubles visuels peuvent être liés à une atteinte du bulbe proprement dit. Par exemple, en cas de myopie, vous aurez les images qui vont se former en avant de la rétine. En avant de la rétine. Alors, ça fait partie de ce qu'on appelle les troubles de la réfraction. Parce que pour que la vision soit claire et précise, il faut que les images se forment directement sur la rétine. Si les images se forment en avant de la rétine, on a des troubles de la réfraction qu'on appelle la myopie, qu'il faudra corriger par le port de verre concave.
Par contre, quand les images se forment en arrière de la rétine, ça fait partie toujours des troubles de la réfraction. On parle d'hypermétropie. Donc, c'est un trouble de la réfraction qu'il faudra corriger par le port de verre convexe. Et à ce qu'on appelle l'astigmatisme, qui est lié à une inégalité des courbures du cristallin et qui va entraîner une vision floue que l'on corrigera avec des verres cylindriques spéciaux qui sont taillés au laser. Là, vous voyez ce que je disais là. Ici, c'est l'œil hémétrope, l'œil normal, où les images vont se former directement au niveau de la rétine. Maintenant, en cas de myopie, les images vont se former ici en avant de la rétine. Il faudra donc utiliser des verres concaves qui vont permettre de faire diverger la lumière, et cela va corriger le trouble de la réfraction. Par contre, dans l'œil hypermétrope, vous voyez, les images vont se former ici en arrière de la rétine, parce que le bulbe est trop court, et c'est un trouble de la réfraction que les ophtalmologues vont corriger par la prescription de verres convexes. De la réfraction. On peut avoir des troubles de la vision des couleurs qu'on appelle dyschromatopsie. L'exemple, c'est le daltonisme qui va percevoir le vert et le rouge comme étant la même couleur. Également, la cécité nocturne ou hespéranopie, qui est liée à un dysfonctionnement des bâtonnets, souvent lié à la carence en vitamine A. La vitamine A n'est pas synthétisée par l'organisme, ça provient de l'alimentation et est entreposée dans la partie pigmentaire de la rétine pour être utilisée. C'est cette vitamine A qui sera transformée en rétinal. Et le rétinal va s'associer avec l'opsine pour donner les pigments visuels. On peut aussi avoir des anomalies de la vision au-delà du bulbe, qu'on appelle les anopsies. Anopsie, c'est un déficit intéressant, une partie plus ou moins étendue d'un champ visuel. Ce qu'on appelle également les achromatopsies cérébrales, ce sont des troubles de la vision des couleurs, incapacité de voir le monde en couleur et qui seraient liés à l'atteinte des territoires corticaux extrastriés. Alors, ici, vous voyez ce qu'on appelle donc les anopsies. Quand vous avez une lésion du nerf optique, vous avez une cécité monoculaire. Nerf optique droit, lésé ici, donc cet œil est totalement aveugle. Le sujet ne voit rien de ce côté-là. Par contre, quand vous avez une lésion ici au niveau du chiasma optique, vous aurez une hémianopsie bitemporale. Donc, les lésions vont dépendre, les troubles, les anopsies vont dépendre du siège de la lésion. Je pense que vous verrez ça dans le détail dans les TD. Vous pouvez avoir une hémianopsie bitemporale, vous pouvez avoir une hémianopsie droite ou bien une hémianopsie gauche. Donc, ça dépendra véritablement du siège de la lésion. Donc, vous verrez ça en TD dans le détail. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir? Donc, la vision est cruciale dans l'interaction avec son environnement. La phototransduction est assurée par les cônes et les bâtonnets, donc qui permettent de transformer la lumière en potentiel de récepteur, puis en potentiel d'action. Et ensuite, l'influx visuel est acheminé par les voies visuelles qu'on vient de voir, c'est-à-dire le nerf optique, le chiasma optique, la bandelette optique, les radiations optiques et l'intégration au niveau du cortex occipital. Et ce sont ces différentes étapes qui permettent à l'individu de voir correctement et de pouvoir déchiffrer le paysage dans son environnement. Et je vous ai dit que
pour les animaux, par exemple, ça joue un rôle fondamental dans la survie parce que ça permet de localiser les proies pour les attaquer, pour les prédateurs, et pour les proies, de localiser les prédateurs pour fuir. Dans les deux cas, ça aide à la survie. Donc, c'est une fonction qui est fondamentalement importante. Voilà donc ce que je voulais dire sur la vision et l'audition. Est-ce que vous avez des questions encore? Vous entendez? Oui, on entend. Vous n'avez pas de questions? La vision. Oui. Oui. Je vais revenir sur la diapo. Attends, excusez-moi. C'est simple. C'est simple. La rétine est divisée en champs de récepteurs, c'est-à-dire en territoires qui sont sous la dépendance de cellules ganglionnaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute stimulation portée au niveau de ce territoire-là va gagner le nerf auditif en empruntant la cellule ganglionnaire. Donc, ce qu'on appelle des champs de récepteurs. C'est des zones, si on peut parler ainsi, des zones de souveraineté. Hein? Cette partie-là, c'est moi qui gère ça. Toute stimulation portée, c'est à moi de le gérer et de le transporter. C'est ça qu'on appelle des champs de récepteurs. Donc, la rétine est divisée en plusieurs champs de récepteurs. Est-ce que tu comprends jusque-là? Celui qui a posé la question, est-ce qu'il m'entend? Allô? Bien, vous ne m'entendez plus? Si, on vous entend, mais lui... D'accord. Est-ce que tu as dit là? Voilà. Donc, voilà. Maintenant, ces champs de récepteurs ganglionnaires ont une disposition concentrique. Ça veut dire que vous avez un centre du champ de récepteurs et une fille. D'accord? Quand le centre et la périphérie sont illuminés de la même façon, il n'y a pas d'activation de la cellule ganglionnaire. L'illumination est équivalente à l'absence d'illumination. Ça ne change absolument rien. Donc, pour qu'il y ait activation, il faut qu'il y ait contraste. Maintenant, il y a deux types de champs de récepteurs. Des champs de récepteurs dont l'illumination du centre va entraîner une activation. On les appelle champs de récepteurs à photosensibilité centrale ON. Donc, pour les champs de récepteurs à photosensibilité centrale ON, il faut que ce soit le centre qui est illuminé alors que la périphérie n'est pas illuminée. En ce moment, on voit une recrudescence des potentiels d'action. Très important. Maintenant, il y a à côté de ces récepteurs à photosensibilité centrale ON, d'autres champs de récepteurs qui sont appelés photosensibilité centrale OFF. Pour les champs de récepteurs à photosensibilité centrale OFF, il faut que ce soit la périphérie qui est illuminée alors que le centre n'est pas illuminé. Et dans ce cas, on aura une activation de la cellule ganglionnaire avec une augmentation de décharge des potentiels d'action. Donc, si vous comprenez cette disposition concentrique avec un centre et une périphérie, c'est bien. Si le centre est la
on parle d'illumination diffuse, il n'y aura pas d'activation. Il y a un contraste entre le centre là. Tu pas compris. C'est clair. Bien, c'est pas clair. Ok. Merci. Monsieur? Personne a une distribution des bâtonnets, par exemple. Est-ce qu'il va être atteint de la CC? Il y aura, on a vu un exemple de dysfonctionnement des bâtonnets. Ce sera surtout des problèmes de la vision crépusculaire. Les bâtonnets sont surtout impliqués dans la vision crépusculaire. Donc, qui nécessite des niveaux d'éclairement faibles. Il n'y aura pas de cécité, mais il y aura un déficit de la vision crépusculaire plutôt. Voilà, si on s'en tient à la physiologie de la vision. C'est comme l'hespéranopie. L'hespéranopie, c'est un trouble des bâtonnets, mais ça se matérialise par un trouble de la vision crépusculaire, tout simplement. D'accord. D'autres questions? Là, donc, il faudra, je vais donner le support à votre responsable. Maintenant, vous le liez, puis voilà, au moment des TD, si vous avez d'autres questions également, vous pourrez le poser au moniteur. Voilà, vous allez discuter avec eux. Et normalement, ça devrait bien se passer. Merci. Oui. Je vous ai parlé de nous expliquer le principe de la presbyacousie, de même qu'aussi le rôle des muscles de l'oreille comme l'étrier, le marteau et l'enclume sur l'audition. Oui. Tu n'étais pas au cours là, aux première heure? Non, au début, je n'étais pas là. Tu n'étais pas là lorsque le marteau, l'enclume et l'étrier, leur rôle, c'est de transmettre la vibration tympanique à la fenêtre ovale. C'est aussi simple, c'est ça le rôle, c'est un rôle de transmission. Maintenant, ce faisant, ils permettent d'avoir un gain parce qu'ils sont disposés en levier. Donc, ça donne un surplus de puissance de l'ordre de 20 décibels. Et j'ai dit que ce surplus de puissance-là prépare l'arrivée du son au milieu liquidien où les résistances sont beaucoup plus fortes. Voilà. Maintenant, la presbyacousie. Qu'est-ce que tu veux que je dise sur la presbyacousie? C'est quoi la presbyacousie d'abord? La presbyacousie, j'explique que c'est un problème d'audition qui est dû à l'âge. Oui. Qu'est-ce que tu veux que j'explique sur ça? Son processus d'installation. C'est une trouble de l'audition liée à la sénilité. Nous tous, en vieillissant, on perd des fonctions parce que les cellules ne fonctionnent pas normalement, parce que les cellules sont dégénérées, parce qu'il y a des lésions, des traumatismes répétés, exemple. Voilà, c'est un processus de dégénérescence lié à l'âge. Voilà. C'est comme si vous me dites, oui, dans la démence, par exemple, il y a une partie dégénérescence liée à l'âge, la perte des fonctions par exemple, intellectuelles, ce qu'on appelle la démence, des processus liés à l'âge, hein, les dégénérescences, mais également il y a des processus liés à des lésions multiples, que ce soit des lésions vasculaires ou bien parfois des lésions
métaboliques ou bien d'autres types de lésions. Donc, c'est exactement la même chose pour l'oreille. Quand on dit presbyacousie, c'est un trouble auditif qui survient avec l'âge, mais dont le mécanisme n'est pas univoque. Il y a des processus liés à la vieillesse, mais également des processus qui peuvent être liés à des lésions multiples. Ça peut être des lésions vasculaires, ça peut être d'autres types de lésions, des lésions pneumatiques, etc. Ce n'est pas un mécanisme univoque. D'accord, merci beaucoup. Merci. Monsieur, Oui. vous avez parlé de la vision floue. Vous pouvez revenir dessus. Vision floue, quoi? Vous posez parfois des questions vagues. Quelle vision floue? Hein? Vision La floue, vision à quel niveau? au Qu'est-ce que niveau tu veux des savoir? cônes et des bâtonnets, parce que vous étiez en train d'expliquer quelque chose au niveau des cônes et des bâtonnets, et vous avez sorti le mot flou, et c'est à ce Ouais. niveau-là, je comprenais pas très bien. D'accord, je comprends. Attends, je vais voir. Je pense avoir compris. C'est là. Oui, c'est Voilà, ici. c'est ici. C'est ça. Voilà. Ça, ce que je veux dire, c'est très bien. Ça, c'est lié au type de liaison différents. Vous avez un cône, une information visuelle qui provient d'un cône est transmise à un nombre réduit, parfois à une seule cellule ganglionnaire. D'accord? Ça veut dire que cette transmission, elle est rapide, elle est fiable, elle est sûre. Parce que vous avez un cône qui se connecte à une seule cellule ganglionnaire pour lui transmettre une information. Donc, ça passe rapidement, facilement, et ça permet une vision claire. Par contre, quand vous prenez les bâtonnets, j'ai dit que vous voyez ici, j'ai mis jusqu'à 100 bâtonnets peuvent être reliés à une seule cellule ganglionnaire. Et imaginez maintenant que moi, je suis la cellule ganglionnaire et 100 étudiants veulent me parler, transmettre un message en même temps. Est-ce que je suis capable de saisir les 100 messages en même temps? Non. C'est exactement la même chose. Quand 100 bâtonnets convergent vers une même cellule ganglionnaire, chacun a son message. La cellule ganglionnaire ne peut pas gérer correctement l'ensemble du message. Donc, il y aura forcément des informations qui seront perdues. Parce que la cellule ganglionnaire va vouloir les sommer, mais en sommant, il y aura des pertes d'informations et ces pertes d'informations vont contribuer à rendre floue la vision. Donc, c'est ce que je voulais dire, c'est ce qui explique les bâtonnets. Donc, interviennent surtout dans la vision floue qu'on appelle la vision scotopique ou la vision crépusculaire, comme vous voulez. Voilà. Donc, ça rejoint ce que j'ai dit dès le début dans l'organisation. La vision scotopique qui est gérée par les bâtonnets, mais également la vision photopique ou vision claire qui est gérée par les cônes. Parce que les cônes sont reliés à aux cellules ganglionnaires de telle sorte que l'information va être transmise de façon rapide, de façon fiable, de façon précise. Parce qu'il n'y a pas de phénomène de convergence et de sommation. Par contre, quand vous prenez les bâtonnets, dans 100 bâtonnets vont converger simultanément avec une cellule ganglionnaire, il y aura des processus de sommation avec perte d'information, ce qui fait que l'information résiduelle va être moins claire, moins précise et ça va entraîner une vision floue. Voilà ce que je voulais dire. D'accord, merci, monsieur. Monsieur? Une dernière question, oui. Est-ce que vous pouvez expliquer comment peut affecter les fibres du nerf optique?
c'est une suppression. Il y a le nerf optique, il y a les artères. Quand vous avez une surpression, donc il y a une souffrance neuronale à la longue. Donc il y a une souffrance neuronale, il y a le glaucome, c'est une hypertension du globe oculaire. D'accord? Et à la longue, cette force-là, cette pression-là qui comprime le nerf, il y aura en fin de compte une souffrance du nerf optique qui peut aller jusqu'à la cécité. Voilà, donc c'est... Oui? Parce que ce qui me dérange, c'est en fait, on dit une augmentation de l'humeur aqueuse, alors que l'humeur vitrique est beaucoup plus proche du nerf optique, je pense. Non, en tout cas, ce qu'on peut dire, quand on te dit une augmentation de la pression, cette augmentation-là s'exerce sur l'ensemble du globe oculaire. Voilà, parce que les parois ne sont pas extensibles. Donc, si vous avez une hyperpression, c'est comme dans le cerveau, si vous avez une hyperpression au niveau frontal, ça peut entraîner une souffrance à distance. C'est tout à fait possible. Parce que l'augmentation de la pression, c'est à l'intérieur de la boîte crânienne. Donc, s'il y a une partie qui est en train d'augmenter, d'accord, l'augmentation de pression peut naître à un point, mais peut avoir des retentissements à distance. Parce que tout simplement, les parois ne sont pas inextensibles. Donc, ce n'est pas parce que l'hypertension est focale que les conséquences vont rester focales. Vous pouvez avoir des souffrances à distance. Tout à fait possible. Je ne sais pas si cela permet de comprendre. Oui. Merci. Mais le phénomène, en tout cas, c'est lié à l'augmentation de la pression. Donc, on va exercer une force sur le nerf optique et cela va entraîner une souffrance neuronale et ça peut aller jusqu'à la gérance du nerf et une cécité. Voilà. Donc, c'était la dernière question. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se reverra. Avec Mme Sagna. Normalement, si je fais encore 6 heures qu'aujourd'hui, ça devrait le faire. J'ai encore à faire la physiologie des fonctions motrices. Ça peut prendre 4 heures, autour de 4 heures, un peu plus ou un peu moins. Normalement, je pense que ça devrait finir. Et puis, on terminera avec la physiologie du cycle veille-sommeil. Ce sera 1 à 2 heures de temps maximum. Voilà. Donc, je pense que si on a encore 6 heures, on aura fini notre programme, Inch'Allah. Voilà, donc je vous remercie d'être venu ce matin et cet après-midi. J'espère que l'enseignement vous a été utile. Et voilà, je vais envoyer les 2 fichiers de la vision et de l'audition à votre responsable qui partagera avec vous. Voilà, bonne fin d'après-midi à tous et à la prochaine fois, Inch'Allah. D'accord, merci beaucoup, professeur. Merci. Bientôt.